Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Afrique Info. Nous ouvrons cette édition avec les deux sessions de l'APN et de la CCPPC en Chine. Le président chinois Xi Jinping s'est joint à un groupe de discussion formé par des députés de Shanghai lors de la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale. Le président Xi a déclaré que les 5 dernières années ont été importantes pour le développement de la Chine grâce à des progrès dans les secteurs politiques, économiques, culturels, sociaux et écologique. Xi Jinping a également souligné l'importance de la réforme structurelle de l'offre en rappelant que le pays devrait être plus innovateur, coordonné, écologique, ouvert et partager davantage son développement. Le président chinois a aussi émis une mise en garde contre l'indépendance de Taïwan en disant qu'il ne serait pas permis que la tragédie histoire de la récession se répète. Le président chinois Xi a déclaré que la propriété publique joue un rôle important et diverses formes de propriété doivent se développer côte à côte. Le président chinois a fait ces remarques lors de sa participation à des discussions de groupe avec des conseillers politiques de l'Association pour la construction démocratique de Chine et de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce. Xi Jinping a souligné l'importance de soutenir le secteur de l'industrie privée. Il a ajouté que le gouvernement reste déterminé à créer un environnement favorable aux entreprises. Le président a indiqué que le gouvernement s'efforcera de proposer des formes de financement efficaces et pratiques aux petites et moyennes entreprises, ainsi que d'encourager à injecter des capitaux privés dans les industries qui auparavant relevaient du domaine de l'État. Des membres de la CCPPC ont rappelé les commentaires faits par le président Xi lors de la session en cours du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. J'ai proposé que des expositions sur les hautes technologies du secteur privé et militaire devraient être organisées tous les ans, au lieu de tous les 2 ans. Cela nous aiderait à mieux nous informer sur les derniers progrès techniques. J'ai proposé de réduire les taxes pour les micro et petites entreprises et aussi de contribuer financièrement à leur développement. Ces deux éléments sont ceux que les micro et petites entreprises se soucient le plus et espèrent résoudre rapidement. Le président Xi a déclaré que les responsables du gouvernement devraient être plus attentifs aux besoins des entrepreneurs et les aider à résoudre leurs problèmes. Il a indiqué qu'il est impératif que les responsables se rapprochent des entrepreneurs, mais en même temps, la relation entre responsables et entrepreneurs doit être saine. C'est ce que j'ai compris. 2 ans et demi après que le président chinois Xi Jinping a pour la première fois proposé l'initiative Une ceinture et une route, cette dernière est devenue un sujet très discuté durant l'actuelle saison politique. L'initiative Une ceinture et une route, considérée par beaucoup comme un pilier essentiel du moteur du commerce extérieur de la Chine, signifie que l'argent du gouvernement pourrait bien être disponible pour les entreprises publiques afin d'aider à financer les acquisitions et à faire des investissements. Bien qu'elle n'en soit à ses débuts, l'initiative Une ceinture et une route a ouvert la voie à des coopérations et des liens plus forts avec une dizaine de pays et régions. Le développement économique est un sujet très discuté à la session. Les législateurs portent de grands espoirs envers des résultats tangibles lors de la session. Pour de nombreux législateurs qui sont aussi des entrepreneurs prospères, le projet de la Chine, Une ceinture et une route, a positionné le pays asiatique comme l'un des pionniers mondiaux. Ils pensent que le pays jouera maintenant un rôle de cohésion et d'innovation. La Chine doit s'intégrer au monde. L'initiative Une ceinture et une route offre la chance à la Chine d'établir les règles. De mon expérience, je suis dans le secteur agricole. L'initiative offre sans aucun doute plus d'opportunités. La construction de l'infrastructure est un grand défi pour nous dans les régions centre et ouest. Nous devons nous ouvrir pour avoir plus d'opportunités à travers l'initiative Une ceinture et une route. L'initiative Une ceinture et une route proposée par le président Xi Jinping en 2013 se réfère à la ceinture économique de la route de la soie qui relie la Chine et l'Europe à travers l'Asie centrale et occidentale et à la route de la soie maritime du XXIe siècle qui relie la Chine et l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Europe. Les autorités chinoises ont publié un plan d'action spécifiant le cadre de travail et les propriétés en mars 2015. Les législateurs disent qu'ils aimeraient voir plus de concepts mis en pratique.
Nous devons choisir avec précaution les projets pour l'initiative car de nombreux pays le long de la région d'une ceinture et une route font face à de la surcapacité. Nous devons répondre aux besoins de la Chine et des autres pays avec qui nous faisons affaire. Avec un contexte de crise économique mondiale associé à des défis pour passer à une croissance plus inclusive, l'initiative Une ceinture et une route signifie que la Chine continuera à être l'un des principaux moteurs de l'économie mondiale. Lors d'une pause à l'Assemblée populaire nationale, le ministre chinois de l'Agriculture Han Changping a été questionné sur la situation du secteur agricole avec de plus en plus d'agriculteurs qui choisissent de travailler dans les zones urbaines. Han Changping a déclaré qu'avoir de nouveaux exploitants agricoles était l'une des solutions. La stratégie ou le plan de travail, c'est d'avoir de nouveaux agriculteurs professionnels et de développer de nouvelles sortes d'activités agricoles à large échelle, mais aussi d'intégrer la science et la technologie, les machines agricoles et des éléments modernes dans ces activités. Aussi longtemps qu'il y aura des agriculteurs professionnels, il y aura de bonnes récoltes et la sécurité alimentaire en Chine sera assurée. La Chine est un grand pays avec un cinquième de la population mondiale. Les défis pour le secteur agricole ont donc été nombreux et ils le sont toujours. Voyons à présent ces défis et la situation dans laquelle se trouve le secteur. La Chine est le troisième plus grand pays du monde, mais elle doit nourrir un cinquième de la population mondiale avec seulement 8% des terres arables et 6% des ressources en eau de la planète. Car le territoire chinois est composé pour majorité de zones montagneuses et de déserts. Ainsi, les terres cultivables ne représentent que 11% de sa superficie totale. Elles sont de plus grignotées par la désertification et l'urbanisation. 1% d'entre elles disparaît chaque année. La pollution des sols est par ailleurs préoccupante. Les métaux lourds ayant par exemple contaminé 10% des terres agricoles. Et les ressources en eau sont inégalement distribuées entre un sud humide et un nord sec. La Chine doit également prendre en compte les aspirations des habitants des zones rurales, qui gagnent en moyenne 3 fois moins que ceux des zones urbaines, alors qu'ils représentent près de la moitié de la population. La situation est donc critique. Pourtant, elle est loin d'être désespérée. De 1978 à 2011, la production agricole chinoise a été multipliée par 4,5. La Chine est devenue le premier producteur mondial de blé, de riz et de pommes de terre. Elle est également le premier producteur mondial de porc et de volaille et est de loin le leader de l'aquaculture avec les 2/3 de la production de la planète. Cette hausse de la production s'est accompagnée d'une hausse et d'une diversification de la demande. La population étant plus riche, elle consomme plus de viande, d'œufs et de produits laitiers. C'est pourquoi, après une période d'autosuffisance en céréales, dans les années 90, les importations ont redécollé. Entre considérations économiques, sociales ou encore environnementales, le chemin de la Chine vers une agriculture durable est donc étroit. Mais sa marge de progression est énorme. Les exploitations chinoises étant essentiellement familiales, leur superficie moyenne est de 0,65 hectares, contre 169 pour celle des États-Unis, leur premier fournisseur de produits agricoles. Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de cette édition. La Cour constitutionnelle sud-africaine a rejeté le droit de faire appel au champion olympique Pistorius pour sa condamnation pour le meurtre de sa compagne. La Cour suprême a requalifié sa condamnation en meurtre en décembre après que les procureurs ont fait appel de la précédente condamnation d'homicide involontaire. Pistorius a tué Riva Steenkamp le jour de la Saint-Valentin en 2013 et il a passé ces derniers mois en résidence surveillée chez son oncle à Pretoria. L'athlète risque maintenant une peine d'emprisonnement d'au moins 15 ans. Et le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré que son gouvernement allait prendre en charge l'ensemble des activités minières du secteur du diamant. Le dirigeant estime que les entreprises minières actuelles ont volé la richesse du pays. Cette déclaration a été faite une semaine après que la directive du ministère des Mines préconisant la cessation de l'activité minière à Marange, un site de champ de diamants. Le gouvernement fait savoir que les entreprises minières n'ont pas fait preuve de transparence concernant leurs opérations et leurs revenus. Jeudi, le président Robert Mugabe a déclaré que ces entreprises avaient dérobé la richesse de la nation. Malgré le fait que les champs de diamants de Marange sont considérés comme le plus grand gisement découvert ces derniers temps,
Les retombées du site n'ont pas été financièrement significatives pour la population zimbabwéenne. D'après le ministère des Mines, depuis 2010, le gouvernement a perçu 637,3 millions de dollars de revenus des mines. Le prolifique site de Marange a produit 29 millions de carats de pierres précieuses entre 2012 et 2014. Pour tenter de comprendre ces opérations opaques, le gouvernement a proposé la création d'une seule entreprise minière au sein de laquelle l'État posséderait 50% des parts. Une stratégie qui s'est d'ailleurs révélée être un succès au Botswana, pays voisin du Zimbabwe. Ce qu'ils ont fait, c'est avoir un partenariat gouvernemental avec De Beers. Cette joint venture s'appelle Debswana. En observant leurs résultats, je pense que l'économie du Botswana en a bénéficié. Ce que nous avons fait ici, c'est accorder pléthore d'autorisations à tellement d'entreprises et avec ce type d'approche fragmentée, on ne peut pas construire de compétences de base, que ce soit dans l'exploitation minière du diamant ou dans son traitement. Depuis 2014, les entreprises minières résistent au plan d'assainissement, période au cours de laquelle l'expiration de leur licence exigeait l'arrêt de leurs opérations. Deux entreprises ont engagé une procédure judiciaire réclamant un accès à leurs mines. Ces mines sont aujourd'hui contrôlées par le gouvernement, alors que les craintes se font pesantes concernant la sécurité des pierres précieuses. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de garantir la conformité avec les exigences minimum du processus de Kimberley pour éviter toute contrebande de diamants. En effet, si on accorde 90 jours aux entreprises, beaucoup de choses peuvent arriver en 90 jours. Pour le président Mugabe, l'État doit maintenant détenir le monopole. Cela pourrait d'ailleurs marquer un changement de politique. Le gouvernement pourrait mettre ses projets en suspens. L'objectif est de consolider et de mettre sur pied une entreprise dans laquelle il pourrait détenir 50% des parts et faire cavalier seul. Posséder une compagnie chargée de l'extraction minière de Marange permettrait d'exercer un contrôle total sur les revenus et, dans le meilleur des cas, d'en faire bénéficier l'économie nationale. Les autorités somaliennes ont annoncé qu'elles allaient progressivement s'occuper des racines à l'origine du problème de la forte émigration des jeunes somaliens. Le gouvernement a déclaré qu'il était en train de réaliser beaucoup d'efforts pour leur créer des opportunités dans le pays afin de les décourager à effectuer le voyage dangereux à travers la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Récemment, 14 jeunes Somaliens sont morts noyés en Méditerranée alors qu'ils tentaient d'atteindre l'Italie. Mais cet incident n'a pas découragé de nombreux autres Somaliens d'effectuer ce dangereux voyage malgré les risques. La plupart de ces jeunes souhaitent émigrer en Europe, un continent qui est actuellement déjà aux prises avec une grande crise migratoire. Les autorités somaliennes ont annoncé qu'elles étaient présentement en train de s'occuper de ce problème, afin de tenter de convaincre ces jeunes de rester dans le pays. Ce que nous faisons actuellement est de mettre en place un plan de développement économique et de faire que ce plan de développement s'adapte aux jeunes en leur créant de grandes opportunités de travail. À travers cela, nous espérons pouvoir réduire, sinon éliminer, l'immigration des jeunes vers l'Europe. En Somalie, 75% de la population est constituée de jeunes âgés de moins de 30 ans. Mais pendant des années, le chômage et l'instabilité ont forcé de nombreux jeunes à émigrer. Mais la majorité des jeunes du pays se disent optimistes et pensent que la situation est en train de s'améliorer. Cela fait des années que des jeunes, pour la plupart de mon âge, meurent en pleine mer. Je vis dans mon pays et la vie s'améliore ici. Mon conseil à ceux qui veulent émigrer est de penser aux dangers qui les guettent. J'espère qu'ils pourront changer leurs plans. Les jeunes sont les futurs dirigeants de demain. Certains de mes amis sont morts en tentant de chercher une vie meilleure ailleurs. J'ai choisi de ne pas les rejoindre. J'ai réalisé trop de choses ici. Je suis en train d'effectuer un master et je suis heureux de pouvoir participer à la reconstruction de mon pays. Mais selon les experts, les autorités doivent agir rapidement pour pouvoir lutter contre les passeurs, dont l'activité est devenue très large et très rentable, avant que la Somalie ne perde sa population de jeunes dans des bateaux surchargés, espérant que leur vie sera meilleure de l'autre côté. Le ralentissement de la croissance en Chine a affecté plusieurs pays africains qui dépendent énormément de l'exportation de leurs matières premières. L'économie chinoise a stimulé la demande pour les matières premières au cours de ces
15 dernières années. Elle est en passe de basculer vers une économie basée sur la consommation. Quelques industries telles que l'industrie du vin bénéficient de la demande accrue en produits finis. Aujourd'hui, la Chine reste un partenaire privilégié de l'Afrique. Reportage de Soumitra Nito. Les besoins de la Chine ont changé, tandis que certaines régions de l'Afrique ressentent les répercussions de la baisse de la demande en matières premières. D'autres profitent de la demande élevée en produits finis, comme le vin. La Chine et Hong Kong combinés consomment le plus de vin rouge dans le monde. Cela étant dit, nous devons prendre en considération que 80% du vin consommé en Chine est fabriqué en Chine, ce qui fait de la Chine la 5e région productrice de vin dans le monde. La Chine est devenue le 6e plus important marché de vin pour l'Afrique du Sud, avec 11 millions de litres de vin exportés tous les ans. Après 2 ans de diminution des ventes en Chine, les données des douanes montrent une augmentation de près de 33% de vins importés. Les commentateurs industriels voient cela comme un indicateur d'une possible reprise de la croissance rapide que nous avons vue avant la mise en place de mesures d'austérité il y a de cela 18 mois. Avec le ralentissement de la demande de vin de qualité de l'Europe et des États-Unis, les vignerons sud-africains ont réalisé qu'il y avait une opportunité pour des vins à prix modéré en Chine. Les producteurs ont ainsi modifié leur méthode de vinification, c'est-à-dire le processus de transformation du raisin en vin afin de répondre à la demande. Ces modifications ont créé un nouveau marché de vin élaboré pour satisfaire les besoins des Chinois. Il existe toutefois des risques, notamment si les consommateurs chinois réduisent leurs dépenses. Une croissance et un intérêt pour le marché de masse et cela est intéressant pour l'Afrique du Sud vu que nous pouvons assurer l'approvisionnement. La Chine est un marché en expansion mais les experts commerciaux nous avertissent que le vin n'est pas une exception dans ce qui a provoqué le ralentissement économique. Même si nous avons démontré une croissance formidable en termes de volume et croissance, nous ne devrions pas nous enthousiasmer trop vite. Cela étant dit, parmi les 10 principaux exportateurs de vin vers la Chine, l'Afrique du Sud a bénéficié le plus. La Chine est devenue l'un des premiers producteurs de vin à l'échelle mondiale. Et selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la Chine consomme plus de vin rouge que n'importe quel autre pays dans le monde. Un projet d'interdiction de vêtements d'occasion dans la région de l'Afrique de l'Est connaît une réaction partagée de la part des vendeurs et des utilisateurs finaux qui bénéficient de ces produits. Le sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est à Arusha en Tanzanie négocie cette interdiction et demande à chaque pays de développer un plan de transition pour ces vêtements avant que l'interdiction totale n'entre en vigueur. Il s'agit d'une journée chargée pour le plus ancien des marchés de Kampala. Les vendeurs ici à Saint-Pali-Koudombe font leurs affaires en vendant principalement des vêtements et des chaussures d'occasion. Ces importations pourraient cependant être bannies du commerce de la région de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour de nombreux commerçants comme Maplé Namatovu, qui travaillent ici depuis plus de 10 ans, le bannissement des produits d'occasion importés pourrait nuire à ses affaires. Nous ne gagnons pas beaucoup, nous ne pouvons pas nous permettre les prix des usines. Vous voyez ce vêtement? Je l'achète à moins de 50 centimes de dollars et je le vends à peine plus cher. Avec cet argent, je m'occupe des enfants et je paye mon loyer. Mais dans le même temps, les réactions sont partagées. Certains commerçants préfèrent vendre de nouveaux produits. Lorsque nous commençons à vendre de nouvelles choses, cela signifie que notre monde se développe. Il n'y a pas de problème. Nous devons aller dans cette direction tant que les produits ne sont pas trop chers. Plus de 1500 tonnes de vêtements d'occasion sont vendus ici dans le marché du centre-ville et les acheteurs sont nombreux car les prix sont abordables, mais l'interdiction pourrait également toucher les consommateurs. Les dirigeants régionaux pensent que l'interdiction d'importation de chaussures et de vêtements importés stimuleront la production locale et créera davantage d'emplois. Cependant, certains Ougandais pensent que les biens produits localement sont chers et de qualité inférieure. Et pour les vendeurs d'occasion comme Maplé, l'avenir de son commerce dépendra considérablement de la décision de l'organe régional. La première dame du Kenya, Margaret Kenyatta, célébra la 3e édition de sa course annuelle dimanche dans les rues de Nairobi. Des milliers de personnes sont attendues à l'événement. Même si la première dame du Kenya, Margaret Kenyatta, est âgée de 51 ans, elle ne les fait pas du tout. Le régime d'entraînement intensif qu'elle poursuit lui assure une aptitude physique qui précède son âge. Cela fait 3 ans qu'elle s'entraîne et concourt à son demi-marathon de la première dame du Kenya afin de recueillir des fonds pour les membres les moins privilégiés de la société.
Je cours parce que mes aspirations les plus profondes sont de transformer la vie dans les communautés kenyanes en atteignant la part de 0 cas de mortalité maternelle et de nouveaux cas de VIH, ainsi qu'une immunisation complète pour les bébés contre les maladies infantiles. L'argent provenant des différents dons dans le cadre de la campagne Beyond Zero sera utilisé pour mettre à la disposition des diverses communautés au Kenya des cliniques mobiles. Selon les estimations, 80 000 coureurs participent à la course depuis 2014. Et cette année, la Première Dame a invité une poignée de coureurs d'élite kenyans à prendre part à cet événement. Pourquoi l'athlétisme? Parce que l'athlétisme est identifié au Kenya et que les Kenyans s'identifient à l'athlétisme. Nous avons donc choisi quelque chose auquel tout le monde pourrait participer. Cette année, près de 20 000 coureurs sont attendus dans les rues de Nairobi dimanche, tandis que la philanthropie rencontre l'athlétisme. C'est ainsi que se conclut cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.